Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison des clubs sur le Figaro TV. Après l'été disruptif de Donald Trump sur tous les fronts, où en est son alliance avec Vladimir Poutine qui n'accouche pas de la paix en Ukraine? L'Europe est-elle vassalisée par les droits de douane et la posture américaine à l'OTAN? Que cherche à accomplir le tandem Trump-Netanyahou au Moyen-Orient? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Nesoto, bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste des questions européennes et internationales, notamment de sécurité et de défense. Vous êtes professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers et vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Vous avez signé de nombreux ouvrages, notamment Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, qui est paru en 2024 aux éditions du CNRS. Et un autre livre est à paraître le 1er octobre chez Odile Jacob, Fracture dans l'Occident, comment en est-on arrivé là et comment s'en sortir? Yaroslav Trofimov, bonsoir. Vous êtes journaliste, grand reporter au Wall Street Journal, où vous avez notamment été chef du bureau de Kaboul en Afghanistan, titulaire d'une chronique sur le Moyen-Orient. Vous êtes né en Ukraine, vous avez bien entendu couvert cette guerre de manière intensive. Vous y avez consacré un livre de reportage et d'enquête, Our Enemies Will Vanish, et maintenant un roman qui, lui, est traduit en français. Ce pays qui n'aimait pas l'amour, tout juste paru aux éditions Istia et compagnie, une histoire inspirée de la vie de votre grand-mère, mais qui donne à voir et à comprendre l'histoire douloureuse de l'Ukraine, notamment à l'époque du stalinisme et de la Seconde Guerre mondiale. Sylvain Kahn, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur agrégé à Sciences Po, où vous enseignez les questions européennes au sein du département d'histoire. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la construction européenne et la géopolitique de l'Europe. Après l'Europe face à l'Ukraine, vous avez publié cette année un court traité dans la collection La Petite Boîte à outils aux éditions de l'Aube, sous le titre « L'atlantisme est mort, point d'interrogation, vive l'Europe, point d'exclamation ». Patrick Saint-Paul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Jérusalem, Berlin et Pékin. Vous avez également couvert la guerre en Ukraine dès l'invasion de février 2022 et vous y êtes retourné à plusieurs reprises depuis. Alors commençons peut-être par ce sommet qui a marqué les esprits le 15 août à Anchorage en Alaska. Vladimir Poutine accueilli par les applaudissements de Donald Trump. Est-ce que c'était symbolique, un basculement d'alliance? Comment vous avez décrypté cette situation, Yaroslav Trofimov? Mais je pense que le président Trump avait beaucoup d'espoir pour ce sommet. Ouais. Et je crois que ça vient d'un manque de compréhension des objectifs de la Russie. Parce qu'il pensait vraiment, depuis il est arrivé au pouvoir, qu'il pouvait arriver à un accord avec la Russie, un accord qui serait acceptable soit pour la Russie que pour les Européens et l'Ukraine. Mais il n'avait pas compris que ce que la Russie veut vraiment, c'est anéantir l'indépendance de l'Ukraine. Poutine veut toujours la même chose qu'il voulait au début de la guerre. Ça veut dire qu'il veut que l'État indépendant ukrainien, vraiment indépendant, n'existe pas. Mais si on vous suit, si Poutine est allé à Anchorage en sachant qu'il allait décevoir Trump, est-ce qu'il prenait un risque? Est-ce que c'était calculé? Est-ce qu'il pensait convaincre Trump que les intérêts fondamentaux de la Russie limitaient sa marge d'action? Mais je crois qu'il a réussi dans ce but d'éviter les sanctions. Parce que si on regarde les dynamiques qui existaient, il y avait Trump qui avait dit, bon, on va le cessez-le-feu immédiat. Les Ukrainiens ont dit oui, on va faire le cessez-le-feu. Les Russes ont dit non, il faut traiter. Puis Trump avait dit, bon, cessez-le-feu ou sanctions. Et alors Poutine dit, mais bon, ça va rencontrer Anchorage. Ouais. Il y avait Anchorage. Trump sort de là-bas en disant, on n'a pas besoin de cessez-le-feu immédiat. Il faut parler d'un grand accord de paix qui va prendre beaucoup de temps. Ouais. Pour le moment, pas de sanctions. Donc ça marche pour les Russes. Et Poutine n'avait jamais dit non. Parce que quand Trump lui demandait les choses, il disait oui, mais. Et le mais voulait dire le non. Genre, oui, garantie de sécurité, mais avec le veto de la Russie. Donc le plus malin des deux, pour vous, c'est Poutine pour l'instant? Ah oui, absolument, parce qu'il y avait des professionnels avec une équipe des amateurs. Nicole Nesoto, comment vous avez vécu cette séquence 15 août à Anchorage, Je crois qu'on était, sommet Trump-Poutine? On était au maximum de ce que sont devenus les grands sommets internationaux, c'est-à-dire de la poudre aux yeux diplomatique. Ouais. En fait, il ne s'est rien passé à Anchorage. Oui, mais tout de même, Poutine a marqué des points, c'est vrai. Poutine a marqué des points.
en évitant les sanctions, mais Donald Trump n'avait pas vraiment l'intention de lui mettre les sanctions. Et en revanche, Donald Trump a perdu à plate couture. C'est un des grands échecs, encore une fois, diplomatiques du président américain, parce qu'il était prêt à toutes les concessions. D'ailleurs, il en a fait une pratiquement en direct, en public, en passant du cessez-le-feu acceptable au traité de paix, donc en trahissant encore une fois la position des Ukrainiens et des Européens. Il était prêt à toutes les concessions, et ce qui est extraordinaire, c'est que Poutine n'a rien cédé, absolument rien. Je crois que c'est quand même assez clair maintenant que le président russe est à peu près certain de gagner sur le plan militaire, et donc il ne voit aucune raison de faire la moindre concession. Il n'a surtout pas envie de faire un cadeau à Donald Trump, de faire en sorte que grâce à lui, Trump ait le prix Nobel de la paix. Je crois que quand même, il a envie d'éviter ça. Il a plutôt envie... Poutine a envie d'éviter ça? Ah ben oui, il n'a pas envie de faire un cadeau à Trump. Trump, prix Nobel de la paix, grâce à la faiblesse de Poutine. C'est trop tard pour les candidatures cette année. Non, mais pour l'année prochaine. Grâce à la faiblesse de Poutine, il aurait eu... Non, ça, je crois que c'est inacceptable. Non, mais il n'a pas été nommé assez tôt. Pour Poutine, c'était inacceptable. Mais je crois qu'on a touché du doigt à quel point les cartes diplomatiques aujourd'hui eh bien, sont parfaitement inopérantes. La menace de sanctions, l'acceptation pratiquement de toutes les concessions demandées par Poutine, tout cela ne change rien à la détermination agressive du président russe. Et pour les Européens, ça a été encore une fois la démonstration que dans le monde d'aujourd'hui, si on n'a pas la force, on ne compte absolument pas. On va revenir sur le rôle des Européens. Sylvain Kahn, est-ce que tout de même la réconciliation, si elle a lieu entre Trump et Poutine, ça reste peut-être à démontrer encore, mais est-ce que l'un de ses effets n'est pas de rendre la question ukrainienne subsidiaire d'une certaine manière, parce qu'ils se sont mis d'accord sur des projets d'infrastructure, de développement des énergies, en Sibérie, en Arctique, etc. En fait, ils sont prêts à s'entendre sur beaucoup de choses, sauf sur l'Ukraine. Et même sur l'Ukraine, en vérité, ils ne sont pas si éloignés que cela. Parce que, disons, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir... sur appelons ça les résultats de la rencontre. Hein. Mais si on veut bien faire un pas en arrière ou en amont, on peut retenir que ce qui est une véritable rupture ou une véritable nouveauté, c'est que la rencontre ait eu lieu. Et rien que le fait qu'elle ait eu lieu signale quelque chose, me semble-t-il, d'inédit. C'est-à-dire que, bien entendu, ce n'est pas la première fois qu'il y a des sommets américano-russes ou américano-soviétiques, bien entendu. Mais c'est la première fois, je crois, depuis 1947, et donc la création, et depuis les débuts de la guerre froide, et donc la création de l'OTAN, et donc d'une alliance militaire de défense qui correspond à l'Occident, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Nicole Niesotto. C'est la première fois, finalement, qu'on voit le président américain, avec toute son administration, soutenu par une majorité parlementaire. Il ne faut pas oublier que les présidents américains n'ont pas toujours une majorité parlementaire. Et là, en plus, on a un président fraîchement élu, qui a été élu par 50%, plus de 50% des électeurs. Donc, mais c'est la première fois, finissez... Oui, c'est la première fois que... Je veux dire, il ne représente pas que lui-même. Il représente un mouvement de fond dans lequel on voit 80 années plus tard, la première fois qu'un président américain considère que c'est plus intéressant ou plus important, ou plus utile, ou plus valorisant, on peut prendre plein d'adjectifs, de faire quelque chose qui ressemble, alors on peut appeler ça un rapprochement, un axe, une sorte d'alliance, une entente avec l'État russe, plutôt qu'avec ses alliés européens, et pas seulement européens d'ailleurs, plutôt qu'également avec ses alliés japonais, parce qu'il y a exactement le même genre de problématique du côté de l'Extrême-Orient, où le Japon et la Russie sont dans une position qui n'est pas très éloignée de celle de l'Europe et de la Russie, côté occidental, si vous voulez. Vous êtes très focalisé sur l'Europe, d'ailleurs comme Nicole. Patrick Saint-Paul, pour l'Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour l'Ukraine, ça veut dire qu'il faut voir après ce sommet si... en fait, tout l'enjeu de la séquence qui s'est jouée ensuite aussi en France avec la conférence des bonnes volontés, c'est de voir... en fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux aussi.
c'est pour garder Trump on board et pour être sûr qu'il continue à donner des armes aux Ukrainiens. Mais l'événement un peu qui s'est joué, qui change aussi beaucoup la donne, notamment dans cette espèce d'alignement que Trump recherche avec les Chinois, c'est le sommet qui a eu lieu à Tianjin et la parade qui s'en est suivie en Chine, où là, on voit cet affichage incroyable. Et si on n'en avait pas conscience avant, là, il y a quand même, on se dit que ça va être difficile pour Trump d'arracher la Russie à ses alliances. Or, les Chinois, je ne les vois pas tellement partager les Russes avec les Américains. Trump, il était peut-être frustré de ne pas être invité, non à Pékin. Visiblement, oui. Et d'après ses tweets, il était assez frustré de ne pas être invité. Il a l'impression qu'on complotait contre lui. C'est le sens du tweet qu'il a envoyé à l'adresse de Xi Jinping. Yaroslav Trofimov, pour l'Ukraine, l'épisode d'Anchorage suivi de la venue des Européens à Washington pour essayer de rester, comme vous dites, de garder Trump à bord. Malgré tout, pour l'Ukraine, pour le président Zelensky, la donne se complique quand même, non? Mais la donne se complique parce que la guerre continue. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'Ukrainiens qui pensent que la guerre va se terminer cette année ou même l'année prochaine. Et ils ont besoin des armes américaines. Ils ont compris que les États-Unis ne vont plus payer pour la guerre, pour la défense de l'Ukraine. Mais à moins de ne pas les voir, de passer de l'autre côté, de ne pas arrêter le partage de données, de renseignements qui sont super importants. Et qu'ils acceptent de vendre des armes aux Européens et que les Européens puissent les payer. Absolument. Donc ça, c'est indispensable. Mais s'il y avait un accord de trêve avec Poutine, on peut imaginer, d'ailleurs il l'a déjà formulé, que la première demande de Poutine serait de dire, mais pendant la trêve, arrêtez de donner des armes aux Ukrainiens. Ça serait inacceptable pour l'Ukraine, parce que... Ça pourrait être acceptable pour Donald Trump, non? On ne sait jamais. Pour le moment... Ça a déjà été tenté par Poutine, en tout cas, et ça a été refusé. Voilà. Et Poutine, en tout cas, il pense d'abord beaucoup plus. Donc, même les conditions qui paraissent... Vous avez tous les chapeaux. L'Ukraine, la Russie, les États-Unis. Dites... Comment vous pensez que Donald Trump voit la question ukrainienne, voit le moi, j'étais en fait en Chine pendant la parade militaire où il y avait Poutine et Xi. Et je crois que l'idée d'abandonner l'Ukraine et l'idée de sacrifier l'Ukraine vient de cette idée de concept qu'on appelle le reverse Kissinger, le Kissinger à l'envers, qui était pensé par certains membres de l'administration de Trump. Et l'idée est qu'il faut séparer la Russie de la Chine, comme Kissinger a séparé la Chine de l'Union soviétique dans les années 70. Et on peut le faire seulement en sacrifiant l'Ukraine et peut-être même l'Europe. Et ça, c'est le calcul de l'entourage de Trump et de Trump lui-même? Trump, il a beaucoup d'idées qui changent tous les jours, mais il y a sûrement les gens dans son entourage qui pensent comme ça. Ouais. Trump... Et ce qui s'est passé à Pékin, donc la grande parade, l'affichage de Kim, Poutine, Xi, ça contredit ce projet, ça montre qu'il est irréaliste? Ça le contredit complètement parce que ça sous-estime la dépendance de la Russie, parce qu'elle dépend de tout, de l'Est chinoise. Et aussi, Poutine, comme Xi, ne pense pas dans la période de 2-3 ans. Il sait que Trump est là aujourd'hui, mais il ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans. Donc, il ne peut pas vraiment trahir son voisin auquel il dépend complètement maintenant, pour une prospective qui n'est pas du tout certaine, parce que Trump change d'avis tout le temps, on a vu déjà. Oui. Il change d'avis, mais il a quelques convictions qui restent souvent gravées dans le marbre, notamment le fait qu'il doit se rapprocher, les États-Unis devraient se rapprocher de la Russie. Tout de même, sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas chez Poutine une crainte d'être vassalisé par la Chine, sur le long terme précisément, comme aujourd'hui les Européens se voient un peu vassalisés par rapport aux États-Unis? Ce n'est pas la crainte, c'est la réalité. Ouais. Mais il peut l'accepter, ça, Poutine? Je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Il sait que, pour le moment, la sécurité de la Russie est garantie, parce que la Russie, quand même, a une force de frappe nucléaire très forte. Donc, ce n'est pas que les Chinois vont envahir la Sibérie demain. On ne peut pas envahir la Russie. Et il le sait très bien, l'histoire l'a montré. Et donc, je crois qu'il est assez confortable avec ses relations avec Xi. Ouais. Et... parce que sur le papier, c'est quand même un rapport de force, un pays extrêmement peuplé et qui est toujours en quête d'espace supplémentaire face à un pays immense, très peu peuplé, la Russie, moins de 140 millions d'habitants. C'est exactement ce que Trump avait dit, en fait. C'est après le jour du sommet d'Alaska, dans une interview avec Fox News. Évidemment, toute la population de l'extrême-orient russe,
c'est 40% de la Russie, ça arrive à moins de 8 millions de personnes. Ouais. C'est la population d'une ville moyenne chinoise comme Tianjin, non, 7 non. millions. Non, Chongqing en a 10, 4 fois ça, non? Ah bon? Ouais, Je croyais avoir lu 7 millions. Mais la ville une de banlieue de Foshan. Pékin, hein, on parle d'une banlieue de Pékin. Voilà. Donc ça, c'est vrai, mais il est vrai aussi que je crois que dans le futur immédiat de 10-20 ans, il est très peu probable que la Chine va faire une guerre de conquête en Russie parce que... Patrick Saint-Paul, vous avez été aussi en poste en Chine. Vous pensez que cette idée d'arracher Poutine des bras de Xi Jinping, c'est un leurre? Comme le disait Yaroslav, moi je pense que c'est pas du tout dans l'intérêt de la Russie, parce que là, ils ont un partenaire à long terme où ils partagent la même vision du monde et de monter ce monde parallèle des régimes autocratiques. Et elle est déjà vassalisée économiquement, c'est-à-dire que la dépendance de la Russie à la Chine est totale, d'abord pour vendre son pétrole, ses hydrocarbures en général, et pour faire fonctionner son industrie. C'est-à-dire que tous les composants européens que les Européens ne livrent plus ont été remplacés par des composants chinois. Les voitures russes sont des voitures chinoises maintenant qui ont remplacé les voitures européennes. On a pas mal de voitures chinoises chez nous. Hein, oui, je crois que en Russie c'est beaucoup plus frappant. Et on voit aussi que militaire, donc l'économie russe vit grâce à la Chine. Et militairement, il y a quand même aussi des soutiens qui existent. Le pétrole, les pièces détachées pour l'armement. Parce qu'il y a les pièces détachées qui sont dites duales, donc qui sont un usage civil, mais qui peuvent avoir un usage militaire. Et beaucoup de services occidentaux disent qu'en sous-main, c'est très difficile de vérifier quelles munitions sont nord-coréennes ou chinoises, et qu'il se peut aussi que la Chine ait livré des obus de 155 à la Russie. Nicole Nesotto? Moi, je suis plutôt sceptique sur cette idée que qu'il y existe une grande stratégie chez Trump. Il n'y a pas de Kissinger dans l'administration Trump. Et c'est peut-être rassurant. Même pas d'anti-Kissinger, donc. Ouais, oui, voilà, il n'y a pas d'anti-Kissinger. C'est peut-être rassurant de penser que Trump essaye d'arracher la Russie à l'influence de la Chine, mais quand on regarde bien, depuis son arrivée au pouvoir, il est pratiquement muet sur la Chine. Et même son administration, c'était censé être la menace principale depuis Obama. Or, cette administration Trump est muette sur la menace chinoise. Il y a des menaces de droits de douane qui sont reportées. Oui, mais à part le régulièrement. commerce, il n'a jamais plus utilisé le mot adversaire stratégique, grande menace stratégique. Et donc, moi, je crois tout simplement que pour Donald Trump raisonne en termes assez simplistes. Pour lui, la Russie n'est plus une menace, alors que c'est une menace pour l'Europe, ça c'est le grand divorce. Deuxièmement, la Russie n'est pas une dictature, alors que pour les Européens c'est une dictature, c'est le deuxième divorce. Et pour lui, la Russie, c'est un espace sur lequel on peut faire des affaires. C'est même pas une grande puissance. C'est même pas une grande puissance. Je crois que dans la vision de Poutine, il n'y a que deux pôles, lui et le reste étant un amalgame qu'on a vu la semaine dernière en réunion en Chine. Et je crois que quelque part, effectivement, la presse disait qu'il était jaloux de ne pas être invité, mais il me semble qu'avec ses reniements de la démocratie, son reniement vis-à-vis de la défense du droit international, son espèce de séduction vis-à-vis de l'autoritarisme, je crois que Trump a envie d'être le premier des pays contestataires. Il a envie d'être le leader des BRICS et non pas l'opposant des BRICS. Ça, je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas chez les idéologues qui l'entourent, et dans le bouquin, je fais une analyse très précise de tout ce qu'ils disent, il y a cette vision du monde qui est que l'autoritarisme est le nouveau système politique qui vaut pour les années à venir, et que l'Amérique sera grande en étant le chef des autoritaires. Donc il y a quelque chose de cela, plutôt que ce jeu à 3 qui ressemble à la guerre froide. Je crois qu'il joue un jeu à 1. Sylvain Kahn? Disons que je partage cette analyse, en tous les cas, j'y arrive même par d'autres biais, ou plutôt c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Trump, encore une fois, quelle que soit l'évolution de la démocratie américaine, c'est un président élu dans le cadre d'un système représentatif. Voilà. Bon.
Et il y a encore une opposition aux États-Unis, même si effectivement Trump a une politique illibérale dans laquelle il essaye, non sans certain succès, d'écorner, d'éroder, d'affaiblir l'état de droit. Bon, en même temps, c'est un pays fédéral, donc les États fédérés peuvent avoir beaucoup de pouvoir, surtout quand il s'agit de la Californie, par exemple, comme on le voit en ce moment. Mais tout ça pour dire que sa base électorale, son électorat, l'électorat MAGA, pour aller vite, Make America Great Again, rendons sa grandeur à l'Amérique, je crois qu'il faut, à partir de là, ne pas oublier de considérer, comme on le fait toujours s'agissant des régimes représentatifs, que tout ce que fait Trump est pour une part dirigé vers ses électeurs, pour donner satisfaction à ses électeurs, pour conforter sa base électorale, pour ne pas perdre les élections intermédiaires. Pardon, il serait méfiant, voire soupçonneux envers la Russie, ses électeurs ne seraient pas choqués. Ah, ben ça, c'est pas si simple. Le fond culturel du Parti républicain, ils ont quand même mais vous savez, un logiciel qui date un peu de la guerre froide. Oui, non, le Parti républicain a énormément changé ces 30 dernières années. Grâce à Trump. Bah, disons, grâce à Trump, ou parce que Trump, enfin, si vous voulez, Trump, on est à la fois... On va peut-être demander l'avis du journaliste du Wall Street Journal, là. Non, mais Trump, on est à la fois l'acteur et le signal. Et moi, il me semble que, disons, ce qui séduit les électeurs de Trump, y compris dans les classes populaires, parce qu'on a beaucoup de mal en Europe à comprendre pourquoi les gens continuent à voter Trump, alors que Trump favorise avec aussi peu de vergogne, disons, les plus riches de la société américaine, et pourtant, il a un électorat complètement interclassiste. Parce qu'il y a cette idée que le monde est un vaste gisement de ressources, et que tout ce que peut faire l'administration américaine pour, on va dire, faire venir aux États-Unis des richesses, directement ou indirectement, qui vont bénéficier à la prospérité du peuple américain, c'est très bien vu. D'autant plus que dans le discours de Trump, le discours de son vice-président J.D. Vance, qui le dit de façon très claire, très intéressante et très documentée dans son autobiographie, qui fait qu'il est devenu, quelques années plus tard, ce qu'il est devenu aujourd'hui, eh bien, on voit bien qu'il y a une représentation comme quoi les États-Unis ont été les bons gars qui ont été abusés par leurs potes et leurs alliés. C'est-à-dire que pendant 70 ans, ils ont défendu les Européens, ils ont défendu les Japonais, et les Japonais, les Européens ont été des profiteurs, des parasites qui ont piqué les richesses des Américains. Et donc maintenant, il faut que ça change et que tout ça revienne dans l'autre sens. Et donc à partir de là, effectivement, comme le dit Nicole, bon bah du coup, on s'entend avec la Russie s'il y a des bonnes affaires à faire, on s'entend avec les Chinois dès lors que ça ne coûte pas aux Américains mais que ça peut leur rapporter, etc., etc. Vis-à-vis des électeurs de Trump, toutes ces questions de politique étrangère, est-ce que c'est central vraiment pour eux, le mouvement MAGA? Non, Yaroslav Trofim. C'est pas du tout central. Je crois qu'aussi c'est un mouvement très hétérogène. Dans laquelle Trump peut décider et changer le cours. On a vu sur la question des frappes israéliennes sur l'Iran. Quand maintenant il menace de se détourner du dossier, dire bon, si je ne peux pas faire la paix entre Zelensky et Poutine, débrouillez-vous, je m'en détourne. Ça ne va rien lui coûter électoralement. Je ne sais pas, parce que quand même, si on regarde les sondages américains, le soutien pour l'Ukraine est en croissance. D'accord. Les derniers mois. Mais avec le refus des aventures militaires étrangères. Oui, sûrement. Ça, c'est la base. Le soutien depuis chez nous, via des armes, un soutien politique, un soutien militaire. Il n'y a aucun appétit aux engagements militaires américains à l'étranger. Ouais. Mais on a vu, ça peut changer, parce que, comme je parlais, les frappes israéliennes sur l'Iran, il y avait toute la mouvance MAGA qui était contraire. Et un jour, Trump a dit, moi aussi, je vais participer. Et l'opinion publique l'a suivi. On va en parler à la fin, mais en effet, juste un mot. Si Trump met à exécution sa menace de se détourner de la question ukrainienne, est-ce que c'est finalement le pire qui puisse arriver? Non, le pire, c'est si Trump changeait de camp. Trump qui quand même soutient avec les renseignements, qui quand même vend les armes européennes, qui offre un soutien diplomatique. C'est-à-dire que si on arrive à le garder à ce niveau-là, il y a encore une chance de s'en sortir. Oui, bien sûr. Pour les Européens et les Ukrainiens alliés. Parce qu'il y a deux guerres qui sont en cours en Ukraine. Il y a la guerre de tranchées, la Première Guerre mondiale avec les drones sur la ligne de front, qui ne bougent pas très beaucoup. Les Russes sont en offensive depuis 3 ans déjà. Ouais. Ils ont gagné moins de % du territoire ukrainien en 3 ans, en perdant des centaines de milliers de soldats. Mais il y a aussi une guerre aérienne, une guerre de missiles et de drones,
qui était une guerre monodirectionnelle au début. Il y avait juste les Russes qui bombardaient l'Ukraine et les Ukrainiens ne pouvaient pas toucher la Russie. Maintenant, ils ont développé les capacités de toucher l'industrie pétrolière russe. Il y a une crise de carburant en Russie maintenant parce qu'il y avait les attaques quasi quotidiennes sur les raffineries russes. Et donc, à la fin, si la Russie n'a pas le pouvoir d'exporter son pétrole, si c'est la base de son économie est touchée par les attaques ukrainiennes qui arrivent déjà à 3000 km, ça va être plus difficile pour Poutine de continuer la guerre. C'est ça la clé, je crois, pour les Ukrainiens. Bon. Deuxième image frappante de l'été, c'est Madame von der Leyen sur le golfe de Thornbury en Écosse le 18 juillet, qui signe un accord commercial entre l'Europe et les États-Unis, qui fait comme ça devant la caméra, qui dit que M. Trump est un redoutable négociateur, ce qui est diversement commenté, mais plutôt négativement en Europe. Giuliano d'Ampoli parle de spectacle pitoyable. Mario Draghi dit que c'est la fin de toute illusion que la dimension économique de l'UE lui garantirait une forme de pouvoir géopolitique. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cet accord commercial entre l'Europe et les États-Unis? On rappelle juste que c'est 15% de droits de douane sur les produits européens exportés aux États-Unis. Il y en a d'autres qui sont dans une situation bien pire, on va voir sur la carte. Mais en échange, nous, 0% pour les produits américains qui sont importés en Europe. Nicole Nesotto. D'abord, pour finir sur l'Ukraine. Cet accord est un très mauvais accord pour l'Union européenne, mais c'est un bon accord pour les Ukrainiens. Parce que les Européens se sont... Vous parlez de l'accord commercial? Oui, de l'accord commercial. Oui. Parce que dans cet accord, non seulement on a accepté des droits de douane unilatéraux sur nos produits de 15%, mais on a accepté d'investir 600 milliards d'euros aux États-Unis, notamment pour acheter les armes que l'on donnerait ensuite aux Ukrainiens. Donc pour les Ukrainiens, cet accord montre qu'ils ne sont pas seuls. Les chiffres ont l'air un peu d'avoir subi un peu de peut-être que c'est moins, absolument, comme toujours dans les sommets. Maintenant, dans les sommets, on ne sait plus où est la vérité. C'est ça qui est Disons que si on arrive à quelques centaines de milliards, voilà. Mais c'est déjà pas mal. 700 milliards d'hydrocarbures aussi dans le... Bon, mais en tout cas... cet accord commercial, c'est un mauvais accord pour l'Union européenne, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on dénonce beaucoup la vassalisation de l'Europe. En fait, l'Europe, elle a toujours été vassalisée sur le plan stratégique, sur le plan de sa défense depuis 1949, depuis que les États-Unis dans l'OTAN assurent la défense de l'Europe. Et on avait réussi pendant toute la guerre froide à découpler les aspects défense et les aspects commerce. Et l'Europe était parfaitement indépendante, parfaitement autonome sur le plan commercial, et jamais les Américains, même du temps de Rumsfeld, sous Bush III, n'ont mélangé les deux choses, n'ont fait un chantage à la défense au nom de leurs intérêts commerciaux. Ce qui est nouveau aujourd'hui, ce n'est pas la vassalisation économique de l'Europe, c'est le lien que les États-Unis font entre les deux en disant « si vous n'acceptez pas ça, je me retire de l'OTAN, ou je ne vous défends plus, ou j'abandonne l'Ukraine, etc. » Et c'est ça la vraie vassalisation, ce n'est pas l'unilatéralisme des sanctions. Est-ce que le fait d'avoir accepté un accord qui n'est pas un bon accord garantit, d'un autre point de vue, la protection, les accords de défense? On paye beaucoup, on n'a en échange aucune certitude. Et tout ça est dû effectivement à l'environnement, à la menace russe. Si les Européens n'étaient pas menacés, ne se sentaient pas menacés par la Russie, jamais on n'aurait accepté un tel accord. Ce n'est pas Trump qui a réussi à imposer aux Européens un accord injuste, c'est parce qu'il y a cette menace russe que les Européens se sentent complètement démunis et ont été obligés d'accepter ce linkage qui n'existait pas autrefois et que maintenant Trump utilise de la façon la plus cynique qui soit. Parce que malgré tout, cet accord commercial ne porte que sur les biens courants, les biens industriels. Il ne porte pas sur les services sur lesquels, au contraire, les Américains sont bénéficiaires. Et notamment via les GAFA voilà. et évidemment. Et donc, toute la question était de savoir, est-ce que l'Europe va répliquer en taxant également les services américains? Elle a hésité pendant 2 mois. Madame von der Leyen a été soumise à des pressions extrêmement fortes de la part des États qui sont divisés sur cette question. Finalement, la Commission a décidé d'imposer cette pénalité, enfin, je ne sais pas comment on dit, presque 3 milliards d'amendes à Google, qui est énorme.
Elle l'a fait. Et d'ailleurs, Trump promet des représailles. Donc, Trump promet des représailles. Est-ce que tout l'accord peut être mis en cause d'une certaine manière? Alors, Trump promet des représailles sur les droits de douane. Il faut que les Européens tiennent bon. 3 milliards, c'est beaucoup. Mais surtout, on gagne du temps, parce que Google a dit qu'il ferait appel, donc le temps que l'appel soit jugé, tout cela va durer. Mais je pense que moi, ce qui m'a étonné positivement, et qui oblige à nuancer disons, la dépendance absolue de l'Europe vis-à-vis des États-Unis et l'inféodation politique, c'est que justement, malgré tout, la Commission a osé, si je puis dire, imposer ces sanctions à Google. Est-ce que ça n'est pas en partie, peut-être, Sylvain Kahn, à cause des critiques qu'elle a subies pendant toute la première moitié de l'été, de s'être soumise Non, ça je crois pas. Au diktat américain? Non, vous ne croyez pas? Moi non plus, je ne crois pas, parce que, comment dire, d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, hein, évidemment, tout est lié, mais d'une certaine façon, c'est quand même, on va le dire comme ça, deux politiques publiques différentes. Hein, c'est-à-dire que le fait que, enfin, pour parler, on va dire, jargon, entre guillemets, juste 5 secondes. Oui, pas plus. Pas plus, c'est promis, Philippe. Dans un cas, il s'agit de la politique commerciale, qui est en effet une compétence de la Commission européenne depuis le traité de Rome, c'est voulu par les États membres, hein, bien entendu. Et dans l'autre cas, il s'agit de la politique de la concurrence. Bon, hein, et là aussi, c'est voulu, c'est de la Commission. Enfin, ça, là, vous n'allez pas voir Donald Trump en lui expliquant ça. Non. Mais ce que je veux dire... La politique commerciale d'un côté, la politique de la concurrence de l'autre. Non, mais on est dans un état de droit. D'accord ? L'Europe, non, mais si, c'est important, ça compte. L'Europe, on va dire la culture politique européenne, en tout cas depuis 1945, dans son ensemble, depuis 89, depuis la fin du communisme, c'est l'état de droit. L'Union européenne, elle participe de cette culture, à la fois par ses États membres et par son fonctionnement. Et bien, en effet, quand la Commission européenne inflige cette amende, je sais que c'est compliqué, on va dire, on n'y pense pas, c'est contre-intuitif, mais en fait, elle est dans sa fonction judiciaire. D'accord ? Elle a des compétences de juge. Ben oui, non mais voilà. Non, mais moi, vous prêchez un convaincu. Non, mais c'est bien pour expliquer. C'est-à-dire que quand la Commission, c'est le même organe, mais quand la Commission inflige cette amende, elle le fait en tant que juge. Quand la Commission, par Madame von der Leyen, sa présidente, signe cet accord, elle le fait en tant que pouvoir exécutif. Ben voilà, dans un état de droit, l'exécutif n'est pas là pour dire, pour mettre sous couvert le judiciaire et réciproquement. Et enfin, donc, dans votre livre, vous y allez carrément, puisque vous dites nous n'avons plus d'alliés outre-Atlantique, sinon le Canada. Ça, c'est autre chose. Il convient fondamentalement d'assumer cette solitude. Sigile l'atlantisme. Faisons dorénavant sans lui et autrement. Vous parlez de la conception mafieuse des relations internationales de Trump, qui repose sur l'intimidation, la brutalisation, l'intériorisation des partenaires. Bon, c'est bye bye America. D'ailleurs, c'est le titre. C'est eux qui nous disent bye bye les Européens. Hein. Je veux dire, c'est pas de notre fait, si j'ose dire. Enfin, c'est pas du fait des Européens. Mais donc, à part le commerce, il faut et un petit peu la défense, il faut vraiment distendre les liens. C'est surtout ça les deux gros sujets en réalité. C'est-à-dire que c'est pour ça que, disons, la Commission européenne et les Européens n'ont surtout pas intérêt à revenir ou à fléchir sur cette histoire d'amende, de jugement imposé contre Google, parce que là, pour le coup, ils se décrédibiliseraient eux-mêmes à leurs propres yeux, si vous voulez. Voilà. Et si Trump, en effet, va au bout de sa menace, ça veut dire quoi? Et qu'il dit si vous ne retirez pas cette amende, du coup, l'accord qu'on a passé ensemble est nul et non avenu. Ça veut dire que dans le débat auquel vous faisiez allusion, à savoir ceux qui ont dit comme Daim Poli, mais Daim Poli, il est sympa, il est comme nous tous ici. On est tous des scribouilleurs, si vous voulez. On est des conseillers, on n'est pas les payeurs. C'est pas nous les chefs d'entreprise. Alors c'est vrai que... Mais aussi citoyens, donc payeurs. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, dans la sphère intellectuelle et académique et journalistique, c'est vrai que la tendance, ça a été de dire l'Europe s'est couchée, c'est très mal, c'est pas bien, voilà. Et vous ne dites pas ça, vous? Non, je dis pas le contraire non plus. Je dis attendons de voir, ne nous précipitons pas, ne réfléchissons pas comme ça, comme si on commentait un match de football. Pascal Lamy dit le prix politique sera supérieur au prix économique. Eh bien, on verra. C'est un peu tôt pour le dire, premièrement. Il a peut-être raison, peut-être qu'il a raison, mais on ne le sait pas encore. Et deuxièmement, moi j'ai été très sensible, quoi que j'en pense si vous voulez, en tant qu'intellectuel, au fait que la plupart des chefs d'entreprise
de tous les secteurs, de tous les pays d'Europe, d'accord, ont accueilli cet accord avec soulagement. Alors moi, je veux bien que les intellectuels ou les académiques ou les journalistes aient raison contre tout le monde académique, enfin tout le monde économique, si vous voulez. Mais quand même, justement... Oui, enfin, ils ne voulaient pas de surenchère, ils ne voulaient pas de guerre commerciale. Non, mais ils ne sont pas très contents du Mais non, ils ne sont pas très contents, mais en tous les cas, notamment les Allemands. Si vous faites un sondage et que vous leur demandez quel conseil donneriez-vous aux politiques, il n'y en a pas beaucoup qui disent partons à la guerre contre les États-Unis. Exactement. Alors, on verra bien. Yaroslav Trofimov, comment l'Europe est-elle vue par l'administration Trump ? Il n'y a pas une administration Trump. Il y a les gens sûrement dans l'administration qui regardent l'Europe comme l'extension étrangère de leur ennemi domestique. Donc l'Europe est vue comme dem-coded, codifié démocratique. Ce qui la rend un ennemi, c'est aussi la source une sorte de bastion démocrate. Voilà, démocrate vu comme extension du Parti démocrate américain. Avec quelques îlots acceptables en Italie, en Hongrie et en Slovaquie. Oui, en Hongrie, ça va moins déjà maintenant. Ah bon. Et ça explique aussi un peu cette volonté de se rapprocher avec la Russie. Mais aussi, si on regarde en général la politique de Trump vis-à-vis les alliés, en fait, la guerre commerciale, c'est contre les alliés. Et le Japon, la Corée du Sud, et regardons l'Inde qui paye 50% de tarifs. Par contre, les adversaires stratégiques des États-Unis, la Chine a bien joué. Oui, la Chine a bien joué. En fait, les tarifs payés par l'Inde sont plus élevés que les tarifs. La Russie est à part, mais bon, il n'y a pas d'échange avec la Russie. Oui, pas du tout, et quasiment pas. Et donc, parce que c'est plus facile de taper les amis que les ennemis, parce que les ennemis peuvent répondre. En fait, elle a essayé avec les Chinois. Et ça, c'est très trumpien. Oui, c'est bien sûr. Taper là où c'est mou c'est ça la politique. Et pas trop là où il y a de la résistance. Et on le voit. En fait, c'est ça le paradoxe, parce que l'Inde, qui était censée être la base de la politique américaine dans l'Indo-Pacifique pour un peu marginer la Chine, l'Inde maintenant... Ouais. Mais tout de même, est-ce que Trump déteste l'Europe ? Oui. Oui. Il le dit. Oui. Il a dit mais pourquoi alors dans son premier mandat. Il déteste l'Allemagne. Oui. Et J.D. Vance. Il est d'origine allemande et il déteste l'Allemagne. Il déteste l'Allemagne, il ne déteste pas l'Angleterre, l'Écosse. Oui, l'Écosse. Ça, c'est sa mère vient d'Écosse. Son père, la lignée de son père vient d'Allemagne. Je crois que surtout, la chose qu'il partage avec Poutine, c'est le mépris pour l'Europe et l'idée que l'Europe ne vaut rien. En fait, on l'a vu parce que quand Poutine a fait cette remarque en disant que le jour que le grand chef Trump va donner l'ordre aux Européens, vont lui arriver comme les petits chiens au pied du maître. Ça, il adore. Et Trump l'a retweeté. Donc, il a mis sur son compte Truth Social. Donc, il était évidemment d'accord. Bon, mais ça n'a pas marché comme ça, parce qu'en fait, quand il a chassé Zelensky de la Maison-Blanche, avec un grand spectacle, février dernier, les Européens sont ralliés de la côté de Zelensky. Et à la fin, Trump a dû trouver un accord et a dû chercher la paix avec les Ukrainiens, parce que si il n'a pas le pouvoir tout seul de faire un accord avec Poutine, parce qu'il ne peut pas juste aller chez Poutine et dire voilà, prenez tout. Parce que les sanctions sont codifiées par le Congrès américain, donc il ne peut pas les lever tout seul. Et il ne peut pas lever les sanctions. Il ne respecte quand même pas trop le Congrès, ni même les décisions de justice. Oui, mais quand même, parce que c'est la loi qui a été passée pendant la première cadence de Trump. Et puis, par exemple, les sanctions bancaires sont les sanctions européennes, parce que la Russie est détachée du système SWIFT par les Européens. Donc, il ne peut pas faire tout seul. Donc, quand même, son pouvoir est limité dans cette question-là. Il est assez isolé, Trump. Les États-Unis sous Trump sont assez isolés diplomatiquement, en réalité. Si, on voit, d'ailleurs, ils ont perdu un allié qui, enfin, pas totalement perdu, mais un des side shows importants du Summit Tianjin, c'est la présence de Modi et l'Inde qui se réconcilie avec la Chine après des années de conflit. Pour revenir sur l'obsession allemande de Trump, je ne crois pas que ce soit quelque chose lié à son enfance ou à sa famille du côté de son père. Il y a eu un événement quand il est arrivé au pouvoir, c'est que Obama quittait le pouvoir en même temps et que son bâton de berger du monde libre, il l'a transmis à Angela Merkel, qui n'a cessé à tous les sommets, au G20, au G7, etc., de faire la leçon
à Trump de le traiter, de le mettre à l'index comme un enfant pendant tous ses sommets avec les autres dirigeants européens. Et c'est lui, en fait, il a subi des humiliations pendant son mandat qu'il veut laver au cours du second mandat. Et donc, les Allemands, à mon avis, c'est son obsession allemande, elle vient de là. Mais il a vraiment subi des humiliations d'Angela Merkel à ce point-là? Oui, il faut se souvenir. Vous êtes tous d'accord? Oui, et surtout, elle avait raison. Elle lui faisait la leçon avec les autres Européens. D'accord. Et il y a cette photo où ils sont tous devant lui à lui faire la leçon. On paye les leçons démocratiques. Oui, mais surtout avec Angela Merkel, Trump avait raison. Parce qu'il lui disait, il ne faut pas acheter le gaz russe, il ne faut pas continuer avec le Nord Stream, il faut dépenser sur le militaire. Donc ça, c'est un élément où Trump, effectivement, avait raison. Tout à l'heure, vous disiez, peut-être qu'on verra, ce qui serait de pire pour l'Ukraine, ce serait que Trump change de camp. Qu'est-ce qui se passerait pour l'Europe? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui dans les raisonnements des différents pouvoirs démocratiques en Europe, la possibilité que Donald Trump ne soit plus du tout un allié? Après tout, c'est ce que vous écrivez. Oui, c'est le cas déjà. Voilà, c'est déjà le cas en réalité. Mais vous trouvez que les conséquences en sont tirées dans les actes et dans les politiques? Moi, je pense qu'il y a un vrai tragique, un vrai paradoxe européen. Je crois qu'il y a une vraie consensus sur le fait qu'il faut construire notre souveraineté parce que l'Amérique n'est plus fiable. Et d'ailleurs, leur ministre, leur secrétaire d'État à la Défense le dit. Il dit, vous savez, nous ne serons pas toujours là. Donc, il n'y a aucun problème. Les Européens ont compris qu'il fallait se défendre seul et construire cette souveraineté. La difficulté, c'est le court terme. C'est-à-dire, sur le court terme, on est hyper dépendant des Américains vis-à-vis de l'Ukraine et vis-à-vis de notre défense à cause des Russes. Et donc, le paradoxe, c'est comment construire une indépendance quand vous avez besoin d'une plus grande dépendance dans les jours qui viennent ou dans les mois qui viennent. C'est ça la difficulté des Européens. Mais les Européens ont parfaitement compris qu'on est dans un autre monde, qu'on est dans un autre système. Dans mon livre que j'appelle « Fracture de l'Occident », il y a désormais un Occident européen et une absence d'Occident américain. L'Amérique est en train de rompre, enfin de détruire même sciemment les trois piliers de l'Occident libéral qui étaient le libéralisme économique, la démocratie politique et la prééminence du droit sur la force. Et ce que fait Donald Trump, c'est valoriser le protectionnisme économique, l'autoritarisme et les méthodes musclées et la prééminence de la force sur le droit. Donc la rupture avec entre l'Europe et les États-Unis, je crois qu'elle est actée. Simplement, la difficulté, c'est la politique réelle, le temps présent, la menace russe. Et c'est là-dessus qu'effectivement, on peut critiquer les Européens. Moi, je ne les critique pas. Je trouve que c'est très difficile de construire une indépendance dans 3 ans, sachant qu'aujourd'hui, vous avez besoin de l'Amérique pour vous défendre. C'est quand même très difficile. Et personne n'a la solution, très franchement. La solution serait effectivement de dire à Trump, que les Européens disent à Trump lui-même, OK, on n'a plus besoin de vous, on se débrouille, on essaye, mais personne n'a le courage de faire ça. Sylvain Kahn, vous êtes d'accord avec tout ça? Oui, c'est complètement convergent. Et les attitudes des gouvernements européens vous paraissent adaptées à cette nouvelle donne? Disons, je serais un peu moins, si j'ose dire, optimiste, mon diagnostic serait un peu moins optimiste que celui de Nicole Nesotto sur le fait que les Européens ont tous acté et compris. Voilà. Moi, il me semble... Alors, je pense effectivement que là, le mois d'août, avec le sommet d'Anchorage, il y a eu comme une espèce de percolation, de prise de conscience. Mais il me semble en tout cas dans les discours, dans les énoncés, c'est très difficile pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre d'acteurs, appelons-les comme ça, d'acteurs, de cadres dirigeants, si vous voulez, du renseignement, des états-majors militaires, des industries d'armement, des classes politiques, du monde de l'entreprise et économique, d'acter le fait que, justement, les États-Unis ne sont plus dans une même communauté de valeurs que les Européens et ne considèrent plus les Européens comme leurs alliés. C'est-à-dire, on a un certain nombre... C'est-à-dire, il y a une résistance à acter la fin de cette réalité pour une raison très simple, qui est très humaine, qui est que ça fait 80 ans, ça fait 3 générations. Et qu'il n'y a personne d'autre vers qui se tourner, de toute façon. Non, à part ça. Oui, mais
ça serait faire comme si c'était uniquement une question, si j'ose dire, vous voyez, d'intérêt. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi qu'on a 3 générations, sans parler du fait que c'est les Américains qui ont libéré les Européens, en tout cas les Européens de l'Ouest, de l'invasion nazie. Donc, si vous voulez, on peut le dire comme ça, dans l'imaginaire politique européen et dans les cultures professionnelles. Vous parliez du renseignement tout à l'heure, mais il faut bien voir ce que ça veut dire dans les faits. Dans les faits, ça fait 3 générations que les responsables du renseignement et que les agents du renseignement d'Europe, alors à l'époque l'Europe de l'Ouest pendant la guerre froide et maintenant de toute l'Europe, travaillent main dans la main avec les Américains. Et surtout les outils du renseignement sont américains. C'est des satellites. Non mais vous voyez, c'est des habitudes de travail, c'est des réunions hebdomadaires, c'est des contacts permanents. Je veux dire, vous cassez pas comme ça des habitudes de travail, des proximités professionnelles, des cultures professionnelles qui ont presque 100 ans. Alors Trump, il arrive là-dessus, les États-Unis. Moi, j'attends de voir comment va réagir l'infrastructure de l'état-major et de l'armée américaine, qui doit quand même se sentir extrêmement bousculée par tous ces changements. Parce que c'est pas du tout évident qu'au sein, que dans l'armée américaine profonde, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même un peu tourneboulés par le... Voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur ces questions-là. Et je voudrais quand même qu'on évoque le 3e point, qui est le Moyen-Orient. On a vu Donald Trump embrayer sur les frappes très audacieuses lancées par Israël contre l'Iran au mois de juin. Et puis là, aujourd'hui, lui donner toujours son feu vert pour mener une opération de destruction, il faut l'appeler comme ça, à Gaza, voire peut-être demain d'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Alors c'est quoi ce tandem Trump-Netanyahou? Parce que les 2 hommes sont réputés ne pas s'aimer beaucoup. Ben oui, Trump, en fait, s'en voulait beaucoup à Netanyahou parce que Netanyahou avait refusé d'accepter les fraudes électorales qui étaient annoncées par Trump en 2020. En 2020. Et donc, en fait, Netanyahou, à l'époque, avait reconnu la victoire de Biden. Voilà, avait appelé Biden et l'a félicité. Et Trump n'était pas du tout content. Et ouais. Donc, mais... c'est juste ça entre eux? Ben non, ben... On dit par exemple qu'au mois d'août, Trump s'est énervé contre Netanyahou, qui essayait de lui faire croire qu'il n'y avait pas de famine à Gaza, que tout ça c'était de la propagande du Hamas. Et Trump a, paraît-il, perdu un peu son calme. Oui, il s'énerve, il dit qu'il ne fait pas confiance à Netanyahou, mais de l'autre côté, il le soutient. Donc chaque fois que Netanyahou fait quelque chose, à la fin, l'administration de Trump le soutient. Ça, c'est quoi l'explication? Je crois que Trump soutient l'effort. Donc, au moment qu'il voit que les Israéliens sont forts, ce qu'il a vu en Iran, parce qu'au début des frappes israéliennes, Rubio, le secrétaire d'État, avait dit « c'est pas notre guerre, on ne participe pas ». Le matin, Trump s'était réveillé, il a vu la télévision, le triomphe, la décapitation du système militaire de Est-ce que ce n'est pas aussi un peu parce qu'Israël avait détruit les défenses antiaériennes de l'Iran et que donc il y avait peu de risques pour l'aviation américaine? Mais c'est comme je disais d'abord, il aime bien taper les faibles et soutenir les forts. C'est aussi quand même rationnel pour une personnalité comme Trump. Et alors du coup, là, il va donner carte blanche à Netanyahou jusqu'au bout? Ben, ça paraît que ça se passe, mais il faut aussi voir que dans le camp républicain et dans le camp MAGA, il y a beaucoup de voix qui sont très contraires à Israël. Surtout, y compris parmi les plus extrémistes des Trumpistes, comme Marjorie Taylor Greene, qui a fait un discours qui pourrait être un discours de gauche sur Gaza, y compris par Tucker Carlson. Donc, il ne doit pas être trop content que le Qatar vienne d'être bombardé. Et donc, ça va, donc ce soutien de Trump à Netanyahou va à un certain moment entrer en conflit avec le sentiment croissant anti-israélien dans la droite américaine. Le plan de Trump et de Netanyahou, c'est quoi pour Gaza, Patrick Saint-Paul? C'est un plan immobilier assez irréaliste. C'est un plan de promoteur immobilier, mais l'idée que, en même temps, que les gens qui ont été déplacés depuis 60 ans en Israël se redéplacent de nouveau pour $5 000, parce que c'est ce qui leur est proposé, c'est assez irréaliste. Et tous ces plans pour faire de la bande de Gaza un Singapour ou un nouveau Doha ont déjà existé dans le passé, et ça a toujours
échoué en partie avec l'aide des Israéliens qui ont continué d'occuper la bande de Gaza depuis l'extérieur. Quand on voit la plaquette, en effet, qui a été produite là, de ce programme GREAT, qui veut dire Gaza, Reconstruction, Economic Acceleration, et je ne sais plus, le Trust, probablement. By Trump. Hein? Non, c'est un trust. Quand on est un promoteur immobilier et qu'on voit que Netanyahou est en train de raser, de détruire ce qu'il reste de bâtiments debout, il y a un moment, il va falloir reconstruire, autant reconstruire de manière ambitieuse. C'est facile de reconstruire sur un parking, c'est sûr. C'est ce que sont en train de faire les Israéliens. Mais c'est intéressant de voir ce que disait. C'est une voix qui n'est pas tellement entendue en Israël aujourd'hui, où la solution à 2 États, et c'est même difficile d'évoquer cette question tellement c'est impopulaire. Mais il y a un des avocats de cette solution, Ami Ayalon, l'ancien patron du Shin Bet, là, qui a donné une interview qu'on a publiée dans le Figaro aujourd'hui, et qui dit une chose intéressante et que je crois vraie, c'est que Trump est un très mauvais allié d'Israël, que les accords d'Abraham ont apporté le 7 octobre d'une certaine façon parce que ça a provoqué tout cette vision des Palestiniens qu'il n'y avait plus aucun espoir pour eux et que donc ils n'ont plus rien à perdre. Ça les a ensauvagés d'une certaine façon pour les pousser à commettre ces actes. Et aujourd'hui, on les pousse encore davantage au désespoir. Et tout ça n'apportera pas de solution. Et la seule solution pour la sécurité d'Israël, c'est de créer un État palestinien. Et en fait, Ami Ayalon n'est pas le seul à le dire. Quand on voit l'attitude de l'état-major israélien, ceux qui freinent Netanyahou aujourd'hui, ce sont les militaires. Et ceux qui connaissent la réalité de la sécurité d'Israël, et tous les anciens patrons du Mossad ou du Shin Bet ou les chefs d'état-major de l'armée sont pour la solution à 2 États parce qu'ils savent que il y a pas de solution militaire. On est allé au bout de ce que peuvent faire les militaires. Et s'il n'y a pas d'horizon politique pour les Palestiniens, si on ne leur offre pas une solution qui est meilleure que ce que propose le Hamas, il n'y a pas de solution politique. Nicole Niezotto. Je crois que sur le Moyen-Orient, Trump, il a fait sa rupture lors de son premier mandat. Quand il a inventé les accords d'Abraham, c'était pour signifier que désormais, s'il y avait une solution au problème palestinien, ça passait plus par le peuple, ça passait par les États arabes avec des accords entre Israël et l'ensemble des pays arabes. Il était presque en train d'attraper l'Arabie saoudite. Avec les événements du 7 octobre et la guerre génocidaire que mène Israël sur Gaza, Trump est en train de perdre absolument toutes les cartes qu'il avait, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Arabie saoudite dans quelques jours, le 22 septembre, co-diriger avec la France à l'ONU à New York une grande conférence sur la solution à 2 États. Et donc son intransigeance vis-à-vis de Netanyahou, je crois, alors elle s'explique pour des raisons sans doute personnelles, elle s'explique aussi parce que la politique américaine a toujours été de soutenir Israël, toujours. Quand vous regardez la liste des vétos américains à l'ONU, c'est toujours... une chose, oui, mais les toujours. éradiquer... Une seule fois, Bill Clinton avait essayé de suspendre les ventes d'armes à Israël, ça a duré 3 mois. Donc, ils ont toujours soutenu Israël, donc ils soutiennent Netanyahou à la limite sans se poser, même s'ils détestent peut-être Netanyahou sur un plan personnel. Et du coup, l'administration Trump est engagée dans une espèce de spirale de soutien vis-à-vis de Netanyahou au prix même de sa propre crédibilité, parce que perdre l'Arabie saoudite, perdre le Qatar, peut-être perdre le Maroc... Donc ça veut dire que Trump, à un moment, pourra trouver que le prix politique est trop élevé. Il nous reste 40 secondes. Je voudrais juste faire un quiz, en fait, autour de la table. Est-ce que vous pensez que la France a raison de reconnaître, à ce stade, un État palestinien? Yaroslav Trofimov. Mais on va voir. Parce que oui ou non, hein. C'est difficile, parce que... Oui, c'est difficile, mais justement, oui ou non? Est-ce que ça va mener à une solution? Non, c'est ça la question. Et vous pensez que non? Je pense que pour le moment, c'est très difficile de voir qu'une solution. Ok. Sylvain Kahn, on a raison de reconnaître? Je pense que Macron le fait pour des raisons de politique intérieure. D'accord. Donc c'est une mauvaise raison. Moi, je pense qu'elle a raison et qu'elle aurait dû le faire plus tôt. Oui. Patrick Saint-Paul? Je pense qu'au moment où il n'y a plus de solution à 2 États, c'est bien de faire quelque chose pour qu'il y en ait à nouveau une. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron.
Très bien, merci beaucoup à tous les quatre. On reviendra d'ailleurs sur ce sujet puisque c'est dans 15 jours à l'ONU. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.